Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, bonsoir et bienvenue à votre 21h30 de ce dimanche 17 avril 2016, les principaux titres du journal. Un appel, celui lancé par le ministre de l'Intérieur et de la Décentralisation à Kaïdi, appel pour plus de rigueur au travail, de ponctualité, mais aussi de rationalisation des moyens de l'État. C'était au cours d'une réunion avec les autorités administratives régionales. Et puis, une journée, celle des prisonniers palestiniens, une journée célébrée aujourd'hui à Ramallah, le siège de l'autorité palestinienne. Un séisme, celui qui vient de frapper l'Équateur en Amérique latine, séisme d'une magnitude de 7,8 sur l'échelle de Richter, les morts par centaines et les blessés par milliers. Voilà pour les titres du journal. Il faut faire preuve de rigueur, de ponctualité et de sérieux au travail et de rationalisation dans l'utilisation des moyens de l'État. C'est un appel que le ministre de l'Intérieur et de la Décentralisation a lancé. C'était hier soir à Kaïdi au cours d'une réunion avec les autorités administratives, communales et sécuritaires. C'était à l'occasion de sa visite d'information là-bas dans la capitale du Gorgol. Alors, sur les différentes étapes de cette visite, Abdoulaye Demeba. Ce déplacement au niveau de la wilaya du Gorgol a débuté par une rencontre avec les autorités administratives, municipales et sécuritaires de cette wilaya. Cette visite à Kaïdi du ministre de l'Intérieur et de la Décentralisation, Ahmedou Ould Abdallah, a pour objectif de s'informer sur les réalisations accomplies par les autorités et s'imprégner des obstacles qui entravent le bon fonctionnement de l'administration. Ces réunions constituent aussi une opportunité de recueillir les propositions afin de contribuer au développement de cette wilaya. Le ministre de l'Intérieur et de la Décentralisation a exhorté les autorités administratives locales à faire preuve de ponctualité, de sérieux et de rigueur dans l'exécution de leurs tâches administratives. Concernant les réalisations accomplies, il souligne que la Mauritanie a connu ces 3 dernières années un bond qualitatif dans le domaine de l'éducation, de la santé et des infrastructures. Ce qui, dira-t-il, a pu se concrétiser grâce à la politique clairvoyante du président de la République. Par la suite, le wali de la wilaya du Gorgol, Yahya Ould Cheikh Mohamed Val, a présenté une carte postale de cette wilaya. Il a salué ce déplacement qui, dira-t-il, va rapprocher l'administration des administrés. Les maires qui ont pris part à ces rencontres se sont exprimés après avoir souhaité la bienvenue au ministre. Ils ont posé sur la table un certain nombre de problèmes. Prenant la parole une nouvelle fois, Ahmedou Ould Abdallah a promis aux maires de cette localité qu'il va s'atteler à régler les problèmes auxquels ils font face. Après cette réunion, le ministre de l'Intérieur et de la Décentralisation a visité le centre de l'Agence nationale du registre des populations et des titres sécurisés au niveau de cette wilaya. Puis il s'est rendu au niveau des locaux de la compagnie de police de ces régions. Au cours de ces étapes, il a reçu des explications sur le fonctionnement de ces différents démembrements de l'État. Donc pour cette visite d'information du ministre de l'Intérieur et de la Décentralisation dans la wilaya du Gorgol, précédée par une visite similaire dans la wilaya du Guidi Maha. Retour à Nouakchott, Nouakchott qui vit à l'heure, vous le savez, qui vit à l'heure de la réhabilitation de certains de ses principaux axes, un peu partout des chantiers sur plusieurs de ces axes principaux, ce qui provoque parfois des perturbations de la circulation, surtout aux heures de pointe. Eh bien, ce projet de réhabilitation donc, de la voirie au niveau de Nouakchott doit s'achever d'ici 3 mois, donc juste avant la tenue à Nouakchott du prochain sommet de la Ligue arabe. Précision sur ce projet avec Rabi Adida. Des équipes en plein travail au niveau de plusieurs tronçons routiers dans la capitale Nouakchott. Des travaux qui sont initiés en préparatif du sommet arabe qu'abritera notre pays tout prochainement. Ces travaux engendrent des routes coupées pour cause de travaux. Les usagers accueillent ce changement sans trop de problèmes. Cet homme nous confie qu'il est content mais que ces travaux devaient être initiés avant, pas seulement en préparatif de l'accueil du sommet arabe. Quant à cet homme, il pense que les routes ont été mal choisies, mais que c'est toujours bien. Tous travaux qui améliorent l'aspect de la capitale sont les bienvenus.
Ces travaux de réhabilitation et d'extension de 40 km de routes bitumées au niveau du réseau routier urbain de Nouakchott comportent la réalisation des extensions des voies bitumées, des reboisements et la construction de parkings de stationnement de véhicules. Actuellement, nous sommes sur le chantier de pavage de l'axe reliant l'hôtel Halima vers l'axe Jamal Abdel Nasser, passant par le Conseil constitutionnel. Donc ce chantier fait partie du gros chantier attribué à l'ENER dans le cadre des travaux de préparation de la caille du sommet arabe prévu en juillet 2016. Il a été confié à l'ENER un réseau à réhabiliter d'une longueur de 37 km environ. Le montant total est d'environ 4,5 milliards et les travaux seront réalisés dans un délai de 3 mois. Les travaux d'extension dont bénéficie la ville de Nouakchott permettront de désencombrer la circulation au niveau de la capitale. Une circulation qui est pour le moment en tout cas perturbée selon les usagers. Et à cela s'ajoute bien sûr l'indiscipline des automobilistes. Actualité des partis politiques à présent avec ce soir celle de l'APP, l'Alliance populaire progressiste, l'APP dont l'organisation de la jeunesse vient d'organiser un grand rassemblement. C'était hier soir ici à Nouakchott, l'occasion pour la présidente de cette organisation de la jeunesse de l'APP d'appeler la jeunesse à plus d'effectivité. La manifestation était émaillée par des sketchs, des chants, mais aussi de la poésie. Merci de suivre le JTF de Mauritanie à la suite du journal avec la situation en Libye et le retour ce soir à Tripoli de l'émissaire des Nations Unies, M. Kobler, qui dit que la mission des Nations Unies va retourner à Tripoli qu'elle avait quitté, il faut le rappeler, en 2014 en raison des violences. Une visite de l'émissaire des Nations Unies qui intervient à la veille d'une réunion cruciale du Parlement de Tobruk, reconnu par la communauté internationale. Ce Parlement qui doit se réunir demain pour accorder ou non sa confiance au gouvernement d'union nationale, le gouvernement d'union nationale dont le Premier ministre est désormais installé dans la base marine de Tripoli. Et c'est là-bas qu'il a reçu donc une délégation des ministres occidentaux, à savoir les ministres des Affaires étrangères de l'Allemagne et de la France. C'était précisément hier. Et à l'issue des discussions avec donc les chefs du gouvernement d'union nationale, eh bien, les deux ministres ont tenu une conférence de presse pour tirer les conclusions de leur discussion et de leur visite. Je propose de suivre à ce propos les chefs de la diplomatie française. Il y a l'aide d'urgence dont a parlé Frank-Walter Steinmeier, il y a l'aide durable et puis il y a aussi la formation des forces de police et militaires. Si le gouvernement libyen le demande, nous sommes à sa disposition. Nous avons ensemble à nous battre pour les mêmes causes. Améliorer la vie des Libyens, c'est aussi améliorer la vie de tous ceux qui vivent dans cette région, des peuples voisins, mais c'est aussi améliorer la sécurité des Européens. Le chef de la diplomatie française, donc, à l'issue de sa rencontre hier, en compagnie de son homologue de l'Allemagne, de la rencontre avec les chefs du gouvernement d'union nationale à Tripoli. L'actualité au Proche-Orient avec les Palestiniens qui ont célébré aujourd'hui la journée des prisonniers palestiniens, une célébration en plein cœur de Ramallah, le siège de l'autorité palestinienne, à l'occasion pour les organisateurs et pour les manifestants de parler donc de ces prisonniers et d'exiger encore une fois la libération de ces prisonniers palestiniens qui croupissent dans les geôles israéliennes, des prisonniers qui se comptent par milliers. Et puis l'actualité dans cette région, c'est cette déclaration très controversée, pour ne pas dire une provocation, du Premier ministre israélien Benjamin Netanyahou. La partie annexée du Golan restera à jamais israélienne, a dit le chef du gouvernement israélien aujourd'hui lors d'une réunion du gouvernement, la première du genre, qui s'est tenue donc au plateau du Golan. Ce plateau, vous le savez, qui a été occupé depuis 1967 et annexé depuis 1981 par Israël. Et cette déclaration du Premier ministre israélien coïncide d'ailleurs avec
la recherche d'une solution à la crise, d'une solution politique au conflit de la Syrie, avec notamment les négociations qui se déroulent actuellement à Genève sous l'égide des Nations Unies. Il s'agit bien entendu de pourparlers indirects qui sont d'ailleurs menacés par la poursuite de la violence et les menaces de cessation, les menaces de violation du cessez-le-feu intervenu depuis fin février dernier. D'autres étapes dans cette actualité internationale qui nous conduisent donc en Iran, qui nous conduisent également en Syrie, avec des étapes avec Abdullah Demaba. En Syrie, au moins 30 000 personnes ont déserté les camps de réfugiés afin d'être indemnes face aux attaques de Daesh. Ces réfugiés, composés de civils, ont déserté les camps de réfugiés au nord de la Syrie. La montée de la violence a lieu au moment où le représentant du président syrien Bachar el-Assad est à Genève pour parler afin de mettre fin à cette guerre. Le conflit sur place a fait plus de 270 000 victimes et déplacé plus de 11 millions de personnes. L'Iran s'est doté de plusieurs S-300. Ces armes vendues par la Russie sont équipées de systèmes aériens de défense. Cette livraison par la Russie n'est que la première partie du contrat d'armement signé en 2007. Cette livraison fait suite à l'accord du gouvernement iranien avec la communauté internationale dans le cadre de son programme nucléaire. Au Brésil, la Chambre des députés va se prononcer pour la destitution de la présidente Dilma Rousseff. 2/3 des voix sont nécessaires pour enclencher cette procédure de destitution. Les parlementaires brésiliens reprochent à Dilma Rousseff sa gestion en matière budgétaire. Elle aurait maquillé des déficits publics en prêts contractés auprès de banques publiques. Dilma Rousseff, donc, qui joue son mandat quitte ou double. Ce soir, d'ailleurs, les députés ont commencé déjà la discussion sur cette motion donc, de destitution. Résultat de cette discussion, c'est probablement vers la fin de la soirée. Il faut qu'elle obtienne un tiers, un peu plus de 500 députés pour éviter cette motion de soutien. Sinon, dans ce cas, eh bien, le dernier mot reviendra au Sénat pour se prononcer sur l'avenir donc politique de l'actuelle présidente brésilienne qui a donc des problèmes, comme vous le voyez. Et son homologue, en tout cas de l'Équateur, a d'autres soucis moins politiques, mais plutôt sociaux et économiques avec ce séisme qui vient de frapper son pays. C'était la nuit dernière un séisme d'une amplitude, d'une densité de 7,8 sur l'échelle de Richter. Déjà, les morts se comptent par centaines et les blessés par milliers. Précision sur ce séisme avec Rabia Adida. Un violent séisme de magnitude 7,8 a secoué hier soir la côte pacifique de l'Équateur, faisant au moins 223 morts et près de 600 blessés. Un bilan qui risque de s'alourdir, vu l'importance des dégâts dans plusieurs provinces du pays. Le président Rafael Correa, qui a écourté une visite en Italie pour rentrer au pays, a décrété l'état d'urgence dans l'ensemble de l'Équateur et appelé ses 16 millions d'habitants à ne pas céder à l'affolement. Le vice-président George Glass a déclaré que le séisme de samedi soir était le plus grave qui ait touché l'Équateur depuis 1979. Cette année-là, une forte secousse avait fait 600 morts et 20 000 blessés. Le gouvernement a recommandé à la population de s'éloigner du littoral par crainte de vagues déferlantes qui, selon le centre d'alerte au tsunami du Pacifique, pourraient atteindre jusqu'à 1 mètre. L'Institut de géophysique a fait état de dégâts considérables dans la zone de l'épicentre située dans la province de Manabí, et aussi dans les lieux éloignés comme la ville de Guayaquil, le sud de Quito, San Miguel de Los Bancos, Manta. La secousse a aussi été ressentie dans le sud de la Colombie et au Pérou, mais ces deux pays n'ont pas fait état de victimes. Ces secousses interviennent peu après les tremblements de terre qui ont secoué depuis jeudi le sud-ouest du Japon, où ils ont fait au moins 41 morts et 1 millier de blessés. Japon de l'autre côté du Pacifique, soit à 14 000 kilomètres. Voilà, ce journal est à présent terminé. Merci à vous, madame, mademoiselle, monsieur, de l'avoir suivi. Merci bien entendu aux équipes rédaction et techniques qui ont participé à sa conception. Je vous en rappelle les principales informations. Le ministre de l'Intérieur et de la décentralisation à Kaedi, lors d'une réunion avec les autorités administratives, communales et sécuritaires hier soir, il appelle à plus de rigueur et de ponctualité dans le travail
Il n'y a plus de rationalisation des moyens, dans l'utilisation des moyens de l'État. Ici, ce sont les Palestiniens qui ont célébré aujourd'hui la journée des prisonniers palestiniens. Ces prisonniers qui croupissent toujours dans les geôles israéliennes et se comptent ces prisonniers par milliers. Et ici, c'est donc ce séisme qui vient de frapper l'Équateur en Amérique latine, un séisme d'une intensité de 7,8 sur l'échelle de Richter, des centaines de morts et des milliers de blessés, sans parler des dégâts importants. Voilà, le JTF reviendra demain à 19h et à 21h30. Vous serez en compagnie, suivant le planning de service, vous serez en compagnie de Tislim Mtitaq. Quant à moi, il ne me reste plus qu'à vous souhaiter une très bonne fin de soirée, une très bonne semaine, un peu plus fraîche, je l'espère, et à vous donner rendez-vous, Inch'Allah, samedi prochain, aux mêmes heures, 19h, 21h30. Bonsoir.